Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast baseball universitaire, quasi hebdomadaire et le tout en français. Bien content de vous retrouver après, on va dire, une petite semaine de pause. J'avais un peu prévenu que j'allais suivre de manière assidue la March Madness. Maintenant, elle est passée. On a eu des matchs comme d'habitude assez incroyables. Des petites polémiques aussi de ci et de là dont on aurait pu se dispenser entre guillemets. Mais bon bref, c'est les aléas des débats de notre époque on va dire. En tout cas, je suis bien content de revenir vers vous et vous parler de baseball universitaire parce qu'il s'est aussi passé beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai suivi pas mal la March Madness, mais ça ne m'a pas empêché de regarder ce qui se passait en fait. On va y revenir. Il va certainement y avoir plusieurs épisodes pour pas vous faire un gros épisode parce qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles je voudrais revenir parce qu'on a dépassé la mi-saison tout de même, ce n'est pas rien. Avec un milestone très important, on va pouvoir voir les tendances des équipes, etc. Mais avant d'y revenir, comme d'habitude, le petit instant promo, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les épisodes précédents sur toutes les plateformes d'écoute, de podcast, ainsi que sur YouTube. De même, le Homera, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, X, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Et sur tous ces bons mots, on va pouvoir y aller tranquillement. Allez, c'est parti. Alors, c'est vrai que entre ce qui s'est passé il y a 2 week-ends et ce qui s'est passé le week-end dernier, il y a eu beaucoup de chamboulements et pas des moindres. Et même si là je vais vous faire un retour sur un match que j'ai vu ce week-end pour rester dans l'actualité pour suivre un peu le pattern que j'ai mis en place, on va pas revenir en termes de match sur ce qui s'est passé il y a 2 semaines, dans le sens où c'est un peu vieux, mais ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est surtout faire une sorte d'état des lieux, un truc un peu plus basé purement sur l'aspect sportif, un état des lieux, une sorte de standings sur ce qui se passe, que ce soit au niveau du top 25, mais également ensuite conférence par conférence. On va notamment s'atteler à regarder les conférences principales, bien entendu, et après je me permettrai de faire quelques mentions parmi les mid-majors. Mais tout d'abord, on suit le plan initial. J'ai envie de vous parler d'une série, une série qui va perdre un peu de sa saveur si elle existe toujours à partir de la saison prochaine en termes de midweek. C'est bien sûr les Bedlam Series. Les Bedlam Series, ce sont les séries c'est la série que tout l'Oklahoma attend chaque saison. En termes de baseball, c'est donc Oklahoma State face à Oklahoma. C'est bien sûr le même type de rivalité. Par exemple, au football américain, vous avez aussi Bedlam, etc. C'est avant tout la confrontation entre ces deux universités de ce même état qu'est l'Oklahoma. Et donc, on avait cette mouture 2024 des Bedlam Series qui est arrivée avec un petit goût amer, puisqu'on le sait, je le rappelle également, Oklahoma va quitter la Big 12. C'est-à-dire qu'à partir de la saison prochaine, Oklahoma sera en SEC. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut certainement dire que les deux facs vont devoir travailler de concert pour garder cette rivalité, cette série de rivalités. Peut-être dans un mode de calendrier hors conférence, peut-être au moins avoir une ou deux confrontations en mode midweek, c'est-à-dire les confrontations qu'on a en milieu de semaine et qui en général se passent entre deux équipes qui ne sont pas d'une même conférence. Mais en tout cas, c'était donc la dernière série qui comptait dans un calendrier Big 12. Et quelle série encore une fois, série très haletante, très indécise jusqu'au bout, avec une victoire finale d'Oklahoma State, 2 victoires à 1 face à Oklahoma. Mais j'ai envie de dire que ça aurait pu aller dans un sens comme dans l'autre. Il y a cette impression avec Josh Holliday, le coach d'Oklahoma State, que rien ne peut arriver à Oklahoma State tant qu'il est le coach de cette équipe face à Oklahoma, puisque si je dis pas de bêtises, il a gagné 36 séries contre 13 perdues face à Oklahoma depuis qu'il est le coach de Oklahoma State. Ce qui est quand même assez impressionnant pour le coup, parce que ce soit Oklahoma ou Oklahoma State, on parle quand même de deux grosses universités en termes de baseball, surtout sur ces 15 dernières années. Notamment, je veux dire, sur ces 15 dernières années. Oklahoma State a une grosse histoire au niveau de college baseball. Elle a déjà été titrée dans le passé,
Et ce que je veux dire par là, c'est que depuis que Josh Holiday est là, en fait, il y a quand même, il y a toujours eu des belles équipes, hein, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et il y a une stat qui m'a frappé, parce que le match que moi j'ai le mieux suivi vraiment en détail, c'était celui du vendredi, avec une victoire des Cowboys 9-6. Et ce qui m'a frappé du côté d'Oklahoma State, en fait, tout d'abord, c'est le pitching. J'avais vu en fait les stats parce que j'avais pas encore vu de série Big 12, hein, d'Oklahoma State vraiment en détail cette saison, mais j'avais vu déjà, hein, les stats du pitching staff. Euh, Quand j'avais vu Oklahoma State, notamment au College Baseball Series du côté du Globe Life Field de Arlington, ils étaient face à Arkansas, face à Oregon State, etc., etc. Ils avaient fait on va dire, une sortie impressionnante. C'était face à Arkansas, justement, où ils avaient gagné en extra inning. Et ils avaient eu un pitching staff qui avait montré des choses qu'on espérait voir sur la durée et en termes de consistance et de constance. Et ensuite, ça s'est un peu délité. Par exemple, je les avais vus face à Oregon State, où là, ils avaient quand même subi les foudres, hein, d'une attaque quand même potente. Et Oklahoma, eux, de leur côté, ils ont montré une certaine inconstance depuis le début de la saison avec des choses très très bonnes, notamment que ce soit dans les tournois de début de saison ou dans les séries qu'ils ont pu gagner en week-end, et des choses très incompréhensibles, hein. Par exemple, je vous donne euh, la série en fait que Oklahoma venait de jouer avant de jouer face à Oklahoma State a été une série perdue, et pas juste perdue, sweepée par Lamar. Alors Lamar, c'est une mid-major dont beaucoup de monde parle en ce moment parce qu'ils sont sur un début de saison, enfin sur une moitié de saison tonitruante, c'est vrai, mais Oklahoma a quand même un certain standing, et les voir se faire sweeper carrément par Lamar a été quelque chose d'assez surprenant et d'assez inquiétant selon les observateurs. Et donc ils avaient un peu cette idée de partir en mode revanche et de pouvoir remporter une série dans la Big 12 et de concurrencer un peu plus ces équipes qui sont bien parties comme UCF et comme justement Oklahoma State. Un problème que j'ai pu voir, donc pour revenir un peu sur cette match-up de pitcher, c'est en fait le nombre de buts sur balle et donc de ce qu'on appelle les free passes, c'est-à-dire permettre au batteur d'aller sur base sans qu'il ait eu à frapper un coup sûr. Bah, Oklahoma a été très gourmand, on va dire, dans ce cas-là. Ils ont donné beaucoup, beaucoup de walks, notamment sur ce premier match, puisqu'il y a eu 9 buts sur balle concédés. Et ces 9 buts sur balle ont été très, très, très impactants, puisqu'au final, si on regarde les stats, Oklahoma State a 6 coups sûrs. 6 coups sûrs sur le match, mais a réussi à engranger 9,9 runs. Alors que du côté d'Oklahoma, et notamment sur la deuxième partie du match, hein, ils ont réussi à grappiller, 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 et ça aurait même pu être un peu plus dangereux pour Oklahoma State. Il y a eu quand même 11 coups sûrs, donc, et notamment des home runs. Donc c'est pour dire que quand on voit les stats, si on regarde pas l'aspect un peu but sur balle concédé et erreur, Oklahoma a dominé au final. Mais par contre, il y a eu deux erreurs impactantes, et surtout il y a eu tous ces buts sur balle, encore une fois, 9 hein, dans le match, qui ont vraiment été très 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 impactants contre Oklahoma. Oklahoma State a donc réussi, et c'est là où je voulais revenir en termes de pitcher, à mettre en place une rotation euh, peut-être pas complètement constante, mais somme toute assez solide. Le représentant de cette rotation, c'est Sam Garcia, hein, qui était donc le starter du vendredi, et qui est sur une saison très 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 solide, alors que, si je me rappelle bien, c'est un transfuge, hein, c'est pas un joueur d'Oklahoma State, hein, de mémoire. Et tout ça pour dire quoi? C'est que Oklahoma State a travaillé depuis, on va dire, 2-3 saisons, à recruter son ace via le portail des transferts. L'année dernière, c'était Juaron Watts-Brown, qui venait de Long Beach State. Il n'a pas réussi à avoir les résultats escomptés, même s'il est resté assez solide. Et on espérait beaucoup plus pour un joueur qui avait un potentiel haut pour la draft de la saison dernière. Et là, cette saison, ils ont eu un profil un peu plus caché en Sam Garcia, parce que Sam Garcia, ce n'était pas le gros prospect, le gros profil qu'on pouvait attendre comme étant voilà, l'ace futur d'Oklahoma State. Pour autant, il a été très sérieux, très solide, hein, puisqu'il a pitché, si je me rappelle bien, 6 manches, peut-être même un peu plus de 6 manches, pour 2 points concédés seulement, si je me rappelle bien également. Donc ça a été quand même très intéressant de sa part, euh, sachant que derrière lui, hein, ça a été un peu plus compliqué pour le bullpen, puisqu'ils ont petit à petit laissé Oklahoma, pardon, encore une fois, grappiller, grappiller, grappiller.
Ce qui est intriguant et ce qui est un peu paradoxal pour Oklahoma, c'est qu'il y a eu quand même des belles performances individuelles, notamment au niveau du line-up, hein. Je pense par exemple à Jackson Willis, le shortstop, hein, qui a réussi un 2 sur 4 en termes d'at-bat, produit 2 points, dont un home run notamment. Enfin, ça a été par exemple un des très bons joueurs. Easton Carmichael, c'est une de leurs stars, hein, Carmichael, hein, qui a été DH sur ce match, a réussi aussi 2 sur 5 à l'at-bat, un point produit. Euh, je veux dire par là, c'est que si on regarde bien le line-up en fait de Oklahoma, il y a quand même très peu de déceptions. Je dirais même que chaque membre du line-up a au moins réussi un coup sûr, pour vous dire à quel point ça a été très intéressant au niveau de l'attaque. Ça s'est pas traduit en beaucoup de points malheureusement pour eux, mais par contre ça a montré que voilà, on reste sur un line-up très solide, un des meilleurs line-up de la Big 12. Par contre, que ce soit Braden, son nom, j'oublie toujours les noms, excusez-moi, Braden Davis, pardon, ou alors le bullpen derrière lui, en tout cas jusqu'à la 7e manche, on va dire, ça a été beaucoup plus compliqué, et encore une fois, notamment en termes de free pass, en termes de walk, en termes de but sur balle. Euh, Ça l'a notamment puni puisque d'entrée de jeu, il a permis à Nolan Schubart, qui est en train de revenir d'ailleurs à un très bon niveau, hein, le géant outfielder, hein, je pense qu'il est left fielder, le géant left fielder d'Oklahoma State. Il fait partie des prospects, mais des prospects qu'on voit un peu plus loin en général. Mais là, il commence à remontrer un peu ce qu'il a montré sur ses 2 premières saisons du côté de Stillwater. Il a réussi notamment un two-run home run sur ce match-là dès la première manche. Et ce qui a fait vraiment mal, hein, à Braden Davis, c'est la 5e manche. Là encore, il a permis pas mal, hein, de walk, hein. Je crois il a permis au final 3 ou 4 buts sur balle, et ça l'a directement impacté puisque ensuite Earhart a réussi un 3 RBI double, c'est-à-dire qu'il a frappé un double, mais ça a permis aux bases euh, de se désemplir, on va dire, de se vider, avec 3 joueurs qui ont pu rentrer grâce à lui. Et ça a été le premier éclat. Dans la continuité, en fait, Earhart, qui était donc en position de scorer, parce qu'il était en deuxième base, va pouvoir scorer dès l'at-bat suivant, parce que Meola va lui aussi réussir un double. Donc on passe d'un score qui était serré de 2-1 à un score de 6-1, très rapidement. On aura beau avoir par exemple un home run de Carmichael, un autre d'ailleurs deux, hein, de Willits, l'écart et l'éclat aura été fait en fait. Et on aura donc un score final de 9-6 avec ce petit retour, hein, sur la dernière manche notamment, où Oklahoma est passé donc à 3 runs, hein, seulement d'Oklahoma State, mais malgré tout la défaite est là. Et ensuite, si le samedi va encore plus prouver dans un match complètement fou, hein, en termes d'offense, que l'attaque d'Oklahoma n'est pas à prendre à la légère, puisque Oklahoma va remporter le match 19-10, le dernier match va être en fait le dernier clou sur le cercueil des espoirs d'Oklahoma, même si, honnêtement, quand vous regardez le dernier match, Oklahoma a longtemps été devant dans ce match-là. Et en fait, il a fallu un rallye en fait, hein, des Pokes, hein, des Cowboys, d'Oklahoma State, assez tard au final dans le match pour pouvoir gagner ce match, hein, notamment grâce à des home runs de Carson Benji. Carson Benji, c'est un des two-way players de Oklahoma State et de la Big 12 en général. Et un autre home run de Donovan LaSalle. Et cette fois-ci, en fait, le starter a eu du mal, mais c'est le bullpen qui a réussi à tenir, hein, en fait, et à permettre à Oklahoma State aussi de garder le score à portée pour pouvoir rallier et gagner cette série. Donc c'était un bedlam encore une fois très intéressant. Moi j'ai vu vraiment à fond le premier match, hein. Le deuxième match je l'ai quasiment pas vu. Enfin j'ai vu avant la coupure météo, parce qu'il y avait une coupure météo mais il y avait déjà 18-10, hein. Donc le mal était fait. Et ensuite j'ai vu un peu le début et un peu la fin. Donc j'ai un peu loupé le rallye, pour être honnête, de Oklahoma State. J'ai loupé ce qui était le plus mordant, on va dire, dans cette affiche là. Mais voilà. Je voulais revenir sur cette série parce que c'était c'était le dernier bedlam en fait officiel en termes de Big 12 entre ces deux équipes rivales.
Et surtout, ça a des conséquences aussi en termes de Big 12, on va y revenir un peu plus tard dans les classements. Mais OSU est vraiment en train de montrer de très belles choses et en train de se poser là en tant que favori. C'est pas quelque chose non plus d'exceptionnel pour OSU, parce que c'est une des équipes les plus, voilà, chaque saison les plus, on va dire, solides, hein, de la Big 12, une équipe qui a l'habitude d'être champion de saison régulière de Big 12, ou en tout cas de partager le titre de champion en saison régulière. Avec la saison dernière, il avait parti avec Texas et avec West Virginia, pardon. West Virginia d'ailleurs, dont on va reparler un peu plus tard, puisqu'il y a des bonnes nouvelles de leur côté qui arrivent. Mais donc, en tête de la Big 12, hein, avant d'y revenir un peu plus tard, on a donc UCF qui continue à être très intéressant. On a Oklahoma State et on a West Virginia qui commence à revenir derrière l'impulsion d'un retour très important. Voilà, voilà. On va passer au top 25 parce qu'il y a des choses à dire. Mais avant tout, on va faire une petite pause musicale. Avant de vous donner le top 25 qui a eu un changement majeur cette semaine, j'ai envie de revenir tout d'abord sur rapidement le top 25 de la semaine dernière et surtout par rapport au classement de la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé pour chacune des équipes rapidement, comme ça vous allez très vite comprendre pourquoi il y a du changement. Donc la semaine dernière, Arkansas venait de battre un LSU et de les sweeper d'ailleurs, et donc rester en tête avec une semaine parfaite de mémoire. Clemson aussi s'était bien comporté avec une série remportée de côté de Miami, hein, tout ça c'est de mémoire, donc vous m'excuserez, mais je pense que je suis bon là-dessus. Texas A&M de son côté avait remporté. Alors c'était. Je sais que c'était à domicile, mais je sais plus c'était contre qui. Ils avaient remporté la. Ah, c'était contre Mississippi State. Ils avaient remporté 2-1 face à Mississippi State. Tennessee de son côté avait continué sa route, hein, de son côté. Et voilà, et pour finir, Oregon State, hein, pour finir un peu avec ce top 5 de la semaine dernière, avait montré quand même quelques signes de balbutiement, parce qu'ils avaient perdu leur première série de Pac-12 en perdant face à USC. Donc le top 5 qu'on avait, c'était Arkansas, Clemson, Texas A&M, Tennessee, Oregon State. Et rien que pour commencer par ces 5 là, la semaine s'est très bien passée pour ce top 5, puisque sur ces 5 équipes, 3 ont eu des semaines parfaites. 3 notamment ont réussi à sweeper la série de week-end, hein, Arkansas, Clemson et Oregon State. Tennessee a gagné à Auburn, ce qui n'est jamais simple, hein, sa série 2-1. Texas A&M a gagné à South Carolina, ce qui n'est pas non plus simple, 2-1. Donc tout s'est bien passé pour ce top 5. Donc quand on va revenir sur le top 25 de cette semaine, je ne serais pas surpris de les voir plutôt en tête. On a ensuite Florida. Florida qui a ce paradoxe de louper un peu ces matchs de mi-semaine face à des adversaires souvent plus qui sont plus modestes, et à réussir par contre à gagner ces séries de SEC. Jusqu'à maintenant, Florida était invaincu en SEC en termes de séries. Tout ça s'est arrêté puisqu'ils se sont fait sweeper par l'équipe la plus friable, hein, de la SEC, hein, Missouri. Ils se sont fait sweeper du côté de Missouri, et donc on montrait encore une fois leur irrégularité chronique, hein, qu'on voit depuis le début de la saison, parce que cette fois-ci ils ont gagné leur match de midweek, hein, face à Florida A&M, et c'était pas si simple, hein, 10-7, pour ensuite perdre en fait, hein, et perdre de la mauvaise manière face à Missouri. Vanderbilt a eu plutôt une bonne semaine, puisqu'ils ont remporté leur série, enfin la série du côté de LSU, et ce n'était pas si simple. LSU, on va y revenir. Dallas Baptiste, pour le coup, a eu beaucoup plus de mal, hein, parce que certes ils ont gagné leur midweek, hein, face à Tarleton, mais ensuite ils ont perdu leur série de CUSA du côté de Western Kentucky. Ils ont perdu les 2 premiers matchs. Ils ont réussi à au moins sauver le 3e pour éviter un sweep, ce qui aurait pu les mettre dans l'embarras. Duke de son côté a eu une semaine parfaite, avec notamment une victoire, enfin un sweep, hein, de Miami, hein, à domicile, hein, donc du côté de Duke. Ils avaient gagné à Liberty en milieu de semaine. North Carolina a sauvé sa semaine en gagnant le dernier match de sa série du côté de UVA, mais ils ont perdu les 2 premiers matchs, donc ils ont perdu la série. Virginia Tech s'est fait sweeper
à domicile par Wake Forest. Wake Forest qui s'est fait beaucoup de bien en gagnant donc 8-5, 6-3 et 10-4 du côté de Blacksburg. East Carolina continue son bonhomme de chemin, rien d'impressionnant mais quand même une belle victoire à NC State en milieu de semaine. Puis ensuite ils ont déroulé face à FAU, Florida Atlantic, dans leur calendrier AAC. Alabama pour le coup s'est fait sweeper du côté de Kentucky. Kentucky qui est vraiment l'équipe en forme en SEC. Je pense qu'en termes de bilan global, ça doit être Arkansas et Kentucky tout en haut de la SEC, mais on va y revenir. Alabama donc pas une bonne semaine. Florida State, une semaine somme toute tranquille avec une victoire de série du côté de Boston College. UVA, on vient d'en parler, a donc gagné face à North Carolina sa série, avait gagné face à Old Dominion en milieu de semaine. UC Irvine, qui est aussi très très bien, était dans le gros match que tout le monde attendait en Big West, face à UC Santa Barbara. Je rappelle que UC Santa Barbara était classé en pré-saison dans le top 25. Et en termes de talent, c'est l'équipe un peu épouvantail de cette Big West si on ne regarde pas UC Irvine. Et UC Irvine a donc remporté cette série, certainement la plus importante de la saison, 2-1. Kentucky, je viens d'en parler, a donc sweepé Alabama 6-2-7-0, 10-1 et est vraiment en train de se poser là en tant que favori de la SEC. LSU s'est fait battre par Vanderbilt à domicile malgré le gain du premier match dans la série du week-end et avait perdu. S'était fait upset par Southern en midweek. NC State a passé une très mauvaise semaine parce qu'ils ont perdu tous leurs matchs. Ils se sont fait sweeper à Louisville. Louisville qui, mine de rien, est en train d'avoir un bilan positif en ACC. East Carolina les avait battus en milieu de semaine. Coastal Carolina a gagné la série du côté de à domicile face à Old Dominion, avait perdu face à UNC Wilmington, l'équipe de Coastal Athletic Association qui est très très bonne. Wake Forest a donc eu une semaine parfaite en ayant battu UNCG et ensuite sweepé Virginia Tech. South Carolina a passé une très mauvaise semaine parce qu'ils ont perdu du côté de Texas A&M la série de SEC et ils ont perdu face à Georgia Southern, l'équipe de Sunbelt, en midweek. Mississippi State avait perdu du côté de Central Arkansas avant de gagner sa série face à Georgia, ce qui les sauve quelque part, une série gagnée 2-1. Nebraska continue son bonhomme de chemin en Big Ten en ayant gagné sa série face à Ohio State. Je pense que c'est la deuxième série qu'ils ont joué seulement. Et ils avaient perdu à Creighton. Et enfin UCF continue aussi sa très belle première partie de saison, puisqu'ils ont gagné leur série face à Kansas State, une des autres équipes un peu favorites de cette Big 12. Ils avaient gagné face à Bethune-Cookman en midweek. Ce qui nous donne, à l'heure où on parle, et comme principal enseignement, la fin en fait de la présence de LSU dans ce top 25. LSU qui a beaucoup de mal, LSU qui est en 3 victoires, 9 défaites de mémoire pour l'instant en SEC. Et donc on se retrouve avec un LSU qui, pour l'instant en tout cas, retrouve un peu le syndrome qu'on a pu observer pour Mississippi State et Ole Miss. Waouh, Ole Miss. C'est une nouvelle fac, Ole Miss. Ok. Bref, Ole Miss. Je rappelle le contexte. En 2021, Mississippi State remporte les College World Series, donc remporte son premier titre national. Et la saison suivante, et même d'ailleurs en 2023, ça se passe très mal. Ole Miss remporte le titre, un titre plutôt surprise quand on voit la dynamique de la première partie de saison 2022. La deuxième partie de saison 2022, par contre, elle est incroyable. Et sur cette lancée, ils remportent le titre, ils raflent tout sur leur passage. Et en fait, la saison dernière, un peu à l'image de Mississippi State, ça s'écroule et ils n'atteignent même pas le tournoi national. D'ailleurs, si je me rappelle bien, je pense même pas qu'ils atteignent le tournoi de SEC, pour vous dire à quel point ça s'est mal passé. Et là, on se retrouve avec un LSU qui avait bien commencé la saison, un peu à l'image de Ole Miss en 2023. En début de saison, ça se passait plutôt pas mal, pas incroyable, mais pas mal. Mais on avait déjà quelques signes d'inquiétude. On voyait une attaque qui était beaucoup moins transcendante que la saison dernière, et ça s'expliquait par la perte de différents vétérans et puis de stars, comme forcément Dylan Cruz pour ne citer que lui. Et également au niveau du pitching, même si on a retrouvé des belles performances avec un Luke Holman, transfuge de Alabama, qui est vraiment très très bon, l'une des rares satisfactions entre guillemets. On savait que le pitching staff en général devait se retrouver, devait se rééquilibrer, devait quelque part être reconstruit, bien mis en forme et mis en place par Jay Johnson pour pouvoir être compétitif. On avait vu donc pas mal d'alertes au fur et à mesure que la saison hors conférence avançait. Et quand on a commencé à voir donc les séries
de conférence. On a vu vraiment les difficultés de LSU, même si il y a pas mal de matchs où ça aurait pu basculer de leur côté, et c'est un peu aussi, on dirait, cette malchance du champion sortant en SEC qui devient d'un coup un peu mafré, un peu malchanceux, pardonnez-moi l'expression. Et là, donc voilà, ils se sont fait sweeper par Arkansas il y a quelques temps. Là, ils ont perdu une série à domicile face à Vanderbilt. Ils avaient gagné le premier match, mais ils ont perdu les deux autres matchs. Donc LSU, ça y est, quitte en fait ce top 25 aux côtés de NC State, qui a donc, comme j'ai dit, passé une semaine très 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 compliquée, aucune victoire, que des défaites, et South Carolina qui se déplaçait et qui a donc perdu sa série. Je suis même pas sûr qu'ils aient passé. Ils accueillaient, pardon, c'était Texas A&M. Et ils ont perdu donc la série face à ces derniers. Ce qui fait que ces trois équipes se retrouvent maintenant éjectées du top 25 et elles sont remplacées par Oregon, par Louisiana et par Oklahoma State, Oklahoma State dont j'ai parlé auparavant. Ce qui nous donne dans le classement en tête Arkansas qui en SEC pour l'instant n'a perdu qu'un seul match, si je dis pas de bêtises. On retrouve ensuite Clemson en deuxième position, Texas A&M, Tennessee, puis Oregon State. Dans cet ordre complète le top 5. De la 6e à la 10e place, on retrouve Vanderbilt, Duke, Kentucky. Attention, Kentucky qui a un baseball très cohérent, très sympa à voir. C'est un peu à contre-courant du baseball qu'on peut voir notamment en SEC, qui est un simili baseball MLB, dans le sens où on va troquer un peu le small ball ou le contact à tout prix par de la puissance. C'est-à-dire qu'on a des joueurs à fort potentiel en termes de puissance, on voit beaucoup de home run, etc. etc. À Kentucky, c'est pas forcément ce jeu-là qui est mis en place, c'est vraiment un jeu pour vous punir. Toutes les occasions sont bonnes pour vous punir, ça court bien sur base, ça met toujours de la pression, ça inquiète en fait les défenses adverses, notamment les pitchers, ça les gêne. Il n'y a pas de peur à jouer vraiment small ball, à bunter et compagnie. Il n'y a aucune peur, et s'il faut ajouter un peu de puissance, c'est un peu plus rare, mais ça peut arriver également. Donc vraiment Kentucky, une équipe complète. East Carolina est bien là, et Florida State complète donc ce top 10. En 11e, on retrouve Virginia, UVA qui a donc battu North Carolina, et North Carolina donc qui perd 3 places puisqu'ils sont 13e. Intercalé entre ces deux équipes de ACC, on retrouve UC Irvine. UC Irvine, comme je l'ai dit, a remporté la grosse série de la Big West face à UC Santa Barbara. On retrouve ensuite en 14e position Wake Forest, qui a réussi un sweep du côté de Blacksburg face à Virginia Tech, comme je l'ai dit, qui va leur faire beaucoup de bien. Ça ne va pas dire qu'ils sont complètement relancés, mais ça veut dire au moins en fait qu'ils ont pu remettre la tête un peu à l'endroit. En 15e, on retrouve Dallas Baptiste qui a eu une semaine plutôt compliquée, avec notamment cette défaite du côté de Western Kentucky en termes de série. Virginia Tech est donc descendu à la 16e place. UCF continue à monter avec une nouvelle victoire de conférence en Big 12, comme je l'ai dit, face à Kansas State. Oregon donc entre en 18e position. Oregon, je pense que c'est l'équipe en tête, on va revoir les classements juste après, mais l'équipe en tête de la Pac-12 de mémoire. Louisiana rentre en 19e position, et Louisiana, attention, c'est une équipe qui est très 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 en forme. Je lisais un papier d'ailleurs de D1 Baseball, et ils expliquaient pourquoi Louisiana est l'équipe la plus chaude en ce moment du collège baseball. Donc vraiment une équipe très intéressante. J'avais failli dire une bêtise, mais dans cette même Sun Belt, parce que Louisiana c'est un membre de la Sun Belt, dans cette même Sun Belt, on retrouve Coastal Carolina, qui reste dans le top 25 en 20e position. Oklahoma State qui rentre donc en 21e position après sa victoire lors des Bedlam Series. Mississippi State qui gagne une place grâce à sa victoire de série, en série SEC face à Georgia. Nebraska qui gagne aussi une place grâce à son parcours pour l'instant en Big Ten. Florida a une grosse chute puisqu'ils se sont fait sweeper par Missouri, et c'est pas forcément clinquant. Au moment où j'enregistre d'ailleurs, je pense que Florida a encore perdu parce qu'ils jouaient un nouveau match de midweek face à Florida State, et donc Florida State, entre guillemets, pour l'instant ils les ont sweepés sur les midweek puisqu'ils ont remporté les 3 matchs, et ils passent de la 6e place à la 24e place, donc c'est pas rien. Et Alabama, pareil, qui a eu maille à partir face à Kentucky, qui s'est fait un peu maîtriser par Kentucky, qui descend donc de la 13e à la 25e place.
Donc voilà, voilà, hein, le top 25, vous le retrouvez chaque semaine, hein, il est mis à jour chaque semaine par D1 Baseball. Moi, en général, je le retweet et je mets quelques petits commentaires de ci, de là pour le décorer. Donc n'hésitez pas à regarder sur X notamment si vous voulez être à jour chaque semaine. Voilà, voilou. On va passer dans la dernière partie de ce podcast, mais juste avant, une dernière transition musicale. Alors, comme je l'ai dit auparavant, pour cette dernière partie, comme on a dépassé la mi-saison, j'ai envie de m'intéresser un peu plus en profondeur sur un peu les évolutions des différents classements des conférences, en tout cas des grosses conférences. Pour ce faire, je vais parler de la SEC, de la ACC, de la Big 12, de la Pac-12, et ensuite peut-être un mot ou deux sur ce qui se passe rapidement en Big 10, puisque il faut savoir le calendrier Big 10 commence toujours un peu après les autres, il y a moins de rencontres de conférences que dans certaines autres conférences, en tout cas jusqu'à maintenant. Et puis voilà, peut-être un petit mot rapidement sur les mid-majors, on va voir au fur et à mesure de ce podcast. Je vais pas faire quelque chose de trop long, sachant qu'il va y avoir d'autres podcasts qui vont arriver très rapidement, parce qu'encore une fois, la mi-saison étant passée, il y a des petits bilans à faire, que ce soit donc là pour aujourd'hui au niveau collectif, mais ensuite, hein, dans les podcasts suivants, on va faire peut-être un petit bilan au niveau individuel, notamment par rapport aux joueurs qui nous intéressent vis-à-vis de la draft à venir. Et ensuite, pourquoi pas carrément se projeter. Je sais qu'il y a pas mal d'experts, d'observateurs, de journalistes liés au college baseball qui aiment bien faire ça quand on dépasse la moitié de saison. C'est ce qu'on appelle le Projected Field of 64. C'est en fait tout simplement s'imaginer à date quel est le tableau pour le tournoi national. C'est-à-dire quelles sont les 64 équipes qui à date sont les plus proches, a priori, d'intégrer ce tournoi national, donc ce tournoi de 64 équipes. Donc voilà. On va donc commencer par la SEC, la meilleure conférence du pays. J'ai entendu récemment qu'il pourrait y avoir un record de 11 équipes potentiellement intégrées au tournoi national cette saison, vu le niveau montré par certaines et vu le RPI aussi. Le RPI, cette métrique dont j'ai parlé plusieurs fois et qui est un peu la métrique modèle sur laquelle s'appuie le comité de sélection. Et donc, on va regarder un peu plus le classement en détail. Je rappelle, la SEC, c'est 2 divisions dans sa conférence. Il y a une SEC East et il y a une SEC West. On va commencer par la East, avec tout en haut, pour moi, c'est l'équipe la plus impressionnante, je trouve, de par son jeu. C'est Kentucky. Kentucky, pour l'instant, en conférence, c'est 11 victoires, 1 défaite. Si vous voulez avoir son bilan global, c'est 27 victoires, 5 défaites. Peut-être 5 ou 6 maintenant, parce qu'ils viennent de perdre au moment où j'enregistre face à Samford en midweek. Mais tout ça pour dire que c'est assez exceptionnel. Là, comme je l'avais dit, ils viennent de sweeper Alabama notamment. Ils ont eu des grosses performances. Voilà, pour vous dire, une seule défaite sur les premières séries. Ça veut dire il y a 3 matchs par série. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait 4 séries. 4 séries victorieuses, dont 3 sweeps. C'est quand même assez exceptionnel quand on y pense. Et surtout, comme je l'ai dit un peu auparavant, Kentucky dénote dans ce paysage SEC en termes de baseball, dans sa façon de jouer au baseball. C'est un baseball très attractif, très cohérent. Je sais que la saison dernière, par exemple, ça s'appuyait beaucoup sur des vétérans, voire des uber vétérans, c'est-à-dire des vétérans plus. Il y avait même un lanceur, je pense, qui avait, entre guillemets, 7 ans, quelque chose comme ça, de fac, au moment où il lançait la saison dernière. Donc voilà, pour dire, ils aiment bien des profils assez expérimentés, parce que l'objectif, c'est de créer un groupe assez expérimenté, surtout pour pouvoir être aussi bien solide en attaque, avec l'expérience et donc la connaissance un peu du jeu au fur et à mesure des années, mais surtout en défense. Puisque la défense au college baseball, c'est un sujet assez sensible, puisque voilà, ce ne sont pas des pros, donc le fielding percentage ne va pas être aussi élevé, il peut être très disparate d'un joueur à un autre, et il ne va pas être aussi élevé en termes d'équipe. Donc Kentucky vraiment a les ingrédients et met les ingrédients pour dominer. Et je les trouve plus impressionnants que le leader de la SEC West, qui pour le coup est Arkansas. Arkansas, c'est l'équipe numéro 1 du pays. Sur le papier, ils ont Hagen Smith, pour l'instant le prospect numéro 1 en termes de lanceur pour la prochaine draft. Ils ont tout un pitching staff de haut vol,
qui pour l'instant tient l'équipe, et surtout ils ont des additions dans le line-up. Un coup ça va être Peyton Stovall qui va être le héros, un coup ça va être Wehiwa Aloy. Pourquoi j'ai choisi son nom, je sais pas, vraiment pour galérer. Mais de ça pour dire en fait que ça peut venir de partout côté Arkansas. Mais par contre, je les ai vus, pour le coup, je les ai vus beaucoup plus que Kentucky, hein, je vais pas mentir, mais je les ai vus aussi beaucoup galérer. Ils ont souvent fini par gagner, mais ça a souvent été des rencontres serrées où on a pu voir vraiment du yo-yo même au cours des rencontres. Par exemple, ils ont sweepé LSU récemment, mais faut savoir que même s'il y a sweep au final, c'était une rencontre très disputée et LSU, sur deux au moins des trois matchs, paraissait plus solide, plus fort entre guillemets que Arkansas, même s'ils ont fini par perdre. Donc c'est paradoxal, hein. Je veux dire, le principe et le but c'est de gagner, donc Arkansas est parfaitement dans ses temps, même plus que parfaitement. Mais encore une fois, si je compare Kentucky et Arkansas, pour l'instant, Kentucky a un jeu beaucoup plus cohérent en termes de collectif. Là où Arkansas, on va dire que ils ont un pitching staff de haut vol qui tient les matchs, et ensuite ils ont des joueurs du line-up qui vont sortir de leur boîte à chaque moment, et à chaque moment ça va être un joueur différent ou quelques joueurs différents. Voilà. Donc Kentucky en tête de la SEC East, Vanderbilt les suit, ensuite on a Tennessee. On a ensuite deux équipes que je trouve euh, sur cette saison, surtout Florida, assez en dents de scie, mais qui pour autant ont quand même réussi à avoir jusqu'à présent un bilan équilibré en termes de bilan de conférence. Les deux équipes sont à 6 victoires, 6 défaites, c'est South Carolina et Florida, mais je trouve que South Carolina est un peu plus constant que Florida dans sa façon de gagner. Ils ont dû gagner deux séries, perdre deux séries, et surtout, euh, ils ont su à chaque fois répondre en fait. Ils ont notamment sweepé Vanderbilt, hein, après qu'ils se soient fait sweeper eux-mêmes, je pense, lors de la première série. Euh, donc, South Carolina, encore une fois, on connaît aussi leurs limites. C'est une équipe qui a besoin que son line-up se mette au diapason. Euh, c'est comme si on a beaucoup trop compté sur quelqu'un qui était freshman l'année dernière, qui est sophomore cette année, c'est Ethan Petrie. Et forcément, si ses performances ne sont pas aussi incroyables que la saison dernière, bah on voit directement les trous. Je pense qu'ils ont aussi un autre joueur que j'aime bien, c'est Cole Messina de mémoire, le catcher. Mais je veux dire, à part ces deux joueurs, offensivement, c'est un peu plus aléatoire. Là où pour le coup, Florida a moins d'excuses en termes de line-up, parce que c'est un line-up très puissant, et d'ailleurs il le prouve, hein, c'est une attaque vraiment haletante qui a par contre connu un trou d'air assez important du côté de Mizzou, du côté de Missouri. Mais par contre, c'est le pitching staff pour le coup qui est un peu plus en dents de scie. On a voilà, Kevin O'Sullivan a tenté des choses. Je vous en avais parlé il y a 2-3 semaines de cela, mais j'avais parlé notamment de Kate Fisher qui a été mis en tant que starter, alors que clairement, enfin, pas juste en tant que starter, mais en tant que ace entre guillemets, pour pouvoir en fait avoir une logique calendaire vis-à-vis de Caglione. Caglione, on veut le protéger. Pour le protéger, vu que c'est un two-way player et qu'il joue, quand il ne lance pas, il joue première base, c'est-à-dire que c'est pas un DH, hein, il joue vraiment, il field et compagnie. Bah, ils ont trouvé que la meilleure solution pour le protéger au mieux, c'est de le faire starter le dernier match du week-end, le dimanche. Ce qui lui permet aussi de se concentrer sur ses tâches défensives et offensives sur les deux premiers matchs. Et ensuite, il va le lancer pour 5 manches, maximum 6 manches, le dimanche. En faisant ça, sachant que voilà, ils ont perdu quand même des Arson Waldrep, ils ont perdu des Brandon Sprout, voilà, des joueurs solides, voire très bons, bah, ils n'ont pas retrouvé le même niveau. Ils ont donc tenté Kate Fisher en starter du vendredi. Ça a marché pendant un moment, mais là récemment c'était plus compliqué. Euh, et surtout, euh, ils ont aussi mis en place, enfin, ils ont mis en starter du samedi Liam Peterson, qui est un freshman très talentueux, mais ça reste un freshman dans une conférence quand même qui est faite de loups. Donc c'est pas si simple que ça pour performer. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui les met à mal, puisque souvent ils ont quand même en sortie de bullpen des joueurs, hein, comme notamment Brandon Lilly, dont on va reparler dans 2 secondes, qui arrivent à montrer de belles performances. Mais par contre, c'est vrai que si le starter a du mal, bon bah forcément c'est un peu plus compliqué pour le bullpen de pouvoir assurer derrière, puisqu'ils sont souvent déjà en retard en termes de points. Ce qui s'est passé récemment, c'est qu'il a décidé, hein, O'Sullivan, de mettre Brandon Lilly en starter, vu ses dernières bonnes performances en sortant de bullpen. Surtout, il a fait des longues relèves, en fait.
Ce qui a certainement dit à Kevin O'Sullivan, oh ok, il doit être prêt pour pouvoir lancer en tant que starter. Et pour l'instant, c'est un peu mi-figue, mi-raisin également, puisque clairement, je pense que Brandon Neely, il est beaucoup plus à l'aise en tant que relève, même longue relève s'il le faut, mais en tant que releveur. Donc voilà. Sur les deux dernières places, on a Georgia qui vient de perdre, hein, là ce week-end également, c'était du côté de Mississippi State. Hein. Euh, Georgia, en fait, ils ont certes pour l'instant le meilleur joueur de la nation en termes de production offensive, hein, Charlie Compton, dont on va reparler, puisque j'ai vu une stat récemment, donc la 20 home run notamment, il a frappé plus de home run à lui tout seul que 58 autres équipes de première division de baseball universitaire, NCAA, pour vous dire à quel point il est en train de faire quelque chose de monstrueux. Mais je veux dire, Georgia, en fait, il y a des séries où on voit vraiment le potentiel et ils peuvent être très dangereux, et il y a des séries où on se dit, bon, ça paraît un peu plus compliqué pour eux. Mais ça reste une équipe qui, pour l'instant, voilà, ils ont notamment un bilan au global de 25 victoires pour 8 défaites. Par exemple, au global, c'est mieux que South Carolina, c'est mieux que Florida. C'est peut-être pas non plus le même calendrier, c'est peut-être pas non plus le même RPI, mais ça tend à montrer que Georgia va pouvoir se battre s'ils arrivent à tenir proche des 50% de victoires en SEC. Bah, ils vont pouvoir se battre pour un accès site au tournoi national. Donc voilà, la SEC East, si ce n'est Mizzou, qui a malgré tout sweepé Florida, mais qui est en bilan négatif même hors conférence, si ce n'est Mizzou, le reste des équipes pour l'instant sont parfaitement lancées pour au moins se donner les chances de se qualifier pour le tournoi national. En SEC West maintenant, comme je l'ai dit, Arkansas est en tête, également avec 11 victoires, une défaite comme Kentucky. Ensuite, on retrouve Texas A&M. Texas A&M, clairement, cette saison, je les trouve très très bons. Les choses qui ont changé, c'est d'ailleurs tout d'abord le retour de Ryan Prager de blessure et qui prouve qu'il est un vrai ace. Je l'ai vu galérer vraiment une seule fois, c'était du côté de Florida, hein, mais à part ça, il a été très solide. Texas A&M, on le sait, c'est une attaque vraiment très 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 intéressante. Déjà, ils ont un 1-2-3 punch de départ là, du line-up tout en haut avec Graovac, puis ensuite surtout avec JC Laviolette et Braden Montgomery. Bah, c'est létal, et quand eux sont passés, on a encore des joueurs comme Apple, ce genre de joueurs qui sont capables, notamment comme le dernier week-end, de faire de grosses performances. Donc du côté de line-up, on n'a jamais été inquiet, et ils tendent à le prouver. Texas A&M, comme j'avais dit en preview, c'est une des attaques les plus potentiellement les plus puissantes de tout le college baseball. Donc c'est pas là où on avait des craintes. On avait plutôt des craintes sur le pitching staff, mais jusqu'à présent, ça se passe plutôt pas mal, et je pense que c'est ça qui joue en leur faveur, puisqu'ils ont un bilan quand même très intéressant de 8 victoires pour 4 défaites en SEC. On retrouve ensuite la résurrection un peu de cette saison pour l'instant, c'est Mississippi State. Mississippi State qui a donc perdu 2 séries, gagné 2 séries, ils sont à 50%, et qui a montré de très belles choses, hein, derrière un Dakota Jordan qui est une sorte de mini Bo Jackson. Il est en train de faire des choses assez incroyables au niveau athlétique dans cette position d'outfielder. Il y a aussi Hunter Hines, bien sûr, pour le joueur un peu référencé de côté de Mississippi State, mais surtout ils ont retrouvé une identité collective derrière Chris Lemonis. Chris Lemonis qu'on savait très 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 inquiété, mais qui pour l'instant est en train de montrer qu'il est capable de rebondir, contrairement à l'autre équipe de Mississippi dont on va parler dans quelques secondes. On a ensuite Alabama. Alabama, en fait, c'est un peu traite, puisque là encore, c'est une équipe qui a plutôt un bon bilan overall, hein. Ils ont 22 victoires, 11 défaites. Par exemple, c'est mieux que Mississippi State, hein. C'est mieux que LSU, etc. etc. Mais en SEC, pour l'instant, je reste un peu sur ma faim. Alors, ils ont eu quand même une série de gagnés sur les 4 qu'ils ont joué jusque-là. Et surtout, on a déjà vu un baseball similaire que ce qu'essayait de mettre en place Robo du côté de Maryland et qu'il a réussi à mettre en place sur les dernières années. Un baseball très dynamique, mais pour l'instant, ça ne suit pas exactement. C'est assez inconsistant et inconstant. Donc, on va voir ce que peut donner Alabama sur la deuxième partie de saison, notamment dans ce calendrier SEC. On retrouve ensuite 2 équipes en 3 victoires, 9 défaites. C'est LSU, le champion sortant, dont j'ai parlé juste auparavant, qui est en grande difficulté, qui va essayer de sauver un peu les meubles. Et ensuite, on a Ole Miss. Ole Miss aussi, c'est assez compliqué. Clairement, il y a des problèmes au niveau du pitching, un peu comme la saison dernière. Il y a des joueurs qui, au niveau du talent, encore une fois, quand ils sortaient du lycée comme Grayson Saunier, on s'est dit, bon, voilà, c'est des joueurs talentueux, des joueurs qui peuvent nous montrer de très belles choses. Et au final, ça ne prend pas exactement comme ça pourrait le prendre, ou comme ça devrait le prendre, entre guillemets.
Je sais que c'est Mike Blanco là-bas est quand même assez mis à mal par toute une fanbase qui veut un peu changer, parce qu'il est là depuis une vingtaine d'années, je pense maintenant, hein, le bougre. Et je pense que ce qui l'a sauvé au final, c'est ce titre un peu inattendu de 2022, puisque sinon, c'est... Alors, 2021, c'était déjà une belle saison comme Dolmis, hein, on va pas se mentir. Mais 2022, vraiment sur la deuxième partie de saison qui leur a permis de remporter le titre, c'est pour moi vraiment le moment charnière qui a fait que Mike Blanco est parti d'un coach dont on en avait un peu marre du côté d'Oxford à un coach qui avait encore le bénéfice du doute. Et c'est un peu ça le problème, peut-être qu'il est temps. Moi, je suis pas du genre à juste attaquer des coachs, personnellement. Personnellement, je laisse un peu tout ça aux spécialistes là-dessus. Mais moi, ce que je me dis, maintenant qu'on voit, voilà, juste en observant, peut-être qu'il est temps tout simplement à Blanco de laisser la main après toutes ces années, hein. Peut-être que Ole Miss a besoin d'un fresh start, comme on dit. Des fois, euh, c'est ce qui peut être bah voilà, requis pour pouvoir relancer une nouvelle dynamique ou lancer une nouvelle dynamique. En dernière position, alors là c'est une autre équipe qui est très 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 intrigante, c'est très bizarre parce que quand je les vois jouer à chaque fois ils sont jamais, enfin ils sont rarement dépassés dans les matchs, mais ils perdent toujours d'un iota, d'un rien. C'est Auburn. Auburn, ils sont en 2 victoires, 10 défaites, donc c'est difficile, hein, ils n'ont gagné aucune série, ils ont perdu toutes les séries pour l'instant en SEC. Mais par exemple, je les ai même vus là, enfin j'ai pas tout vu, mais j'ai vu notamment un match face à Tennessee. Euh, C'était le deuxième match, ouais, c'était le deuxième match. Ils pouvaient gagner la série. Euh, Ils ont fini par craquer en fait, mais clairement quand on voit la dynamique du match, on a l'impression qu'Auburn est toujours dans le match. À un moment, ils craquent, ils prennent pas mal de runs et ça c'est ce qui fait la différence, mais ils sont toujours pas loin. Il y a vraiment que le dernier match où là, on se dit, bon, là, c'était foutu, hein. Tennessee était en mode Terminator, ils ont gagné 19-5 sur le dernier match, il y avait rien à faire. Mais Auburn, encore une fois, c'est dommage parce qu'il y a Ike Irish, par exemple, qui peut être un prospect très intéressant, qui est très bon. Ils ont des lanceurs qui sont pas au niveau auquel on pouvait les attendre. Mais malgré tout, c'est une équipe qui, paradoxalement, m'a montré plus de choses intéressantes ou intrigantes que Ole Miss, voire même que LSU, voire même que Alabama des fois. Donc c'est très difficile à pronostiquer, mais là, malheureusement, ils sont très en retard. Ça va être très compliqué pour eux de revenir à l'équilibre sur la deuxième partie de saison, notamment en termes de SEC. Et si ils veulent accrocher un nouvel accès-site au tournoi national, comme par exemple la saison dernière, etc., etc., c'est maintenant, c'est dès la série qui commence là, je pense, ce jeudi pour eux. C'est maintenant qu'il va falloir commencer à gagner des séries, sinon ça va être trop tard. Donc voilà pour la SEC. On va passer maintenant à la ACC, l'Atlantic Coastal Conference. Et là, en fait, ce qui est assez marrant à observer, c'est qu'on a l'impression que chaque équipe est en train de se mettre des bâtons dans les roues. Pour l'instant, voilà. Du côté, il y a 2 divisions également, je rappelle, hein, 2 divisions en ACC, il y a l'Atlantique et la Coastal. En Atlantique, à l'heure où on parle, Clemson est quand même, entre guillemets, largement en tête. Ils ont 10 victoires, 2 défaites. Ils sont suivis par Florida State, qui est très intéressante cette saison. Et Florida State, d'ailleurs, qui n'a perdu que des matchs de conférence. Ils ont 7 victoires, 5 défaites. Et quand on regarde, en fait, ce qui est assez marrant, ils ont en fait les 5 défaites qu'ils ont eues, bah, c'est les 5 défaites qu'ils ont eues en totalité. Sur toute la saison, ils sont en 27-5. Les 5 défaites sont en ACC. Pour vous dire à quel point la ACC est très 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 challengeante. C'est pas très français, mais vous avez compris. Très 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 compétitive. On retrouve ensuite NC State, qui pour moi est le grand perdant du week-end dernier, parce que euh, ils sont passés d'un bilan très intéressant, hein, ils étaient en 8-4, à maintenant un bilan de 8-7, ce qui fait un peu plus mal, puisqu'ils se sont fait sweeper, hein, du côté de Louisville, et du coup, ce qui place Louisville, hein, à l'équilibre, hein, en 6 victoires, 6 défaites, devant par exemple une équipe comme Wake Forest qui, grâce au sweep réussi face à Virginia Tech, se replace un peu en 7 victoires, 8 défaites. Wake Forest, les 2 prochaines séries pour moi vont être primordiales pour voir exactement qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe. On était très hypé par le gros talent qui est encore là-bas. On était un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, hein, on va pas mentir, on va pas faire comme si on était vraiment inquiet, mais par les pertes, hein, parce qu'ils avaient perdu beaucoup de joueurs talentueux et d'expérience surtout. Et là, on a l'impression que c'est l'expérience qui manque, hein, à cette équipe qui a connu des beaux trous d'air et qui voilà, se retrouve tout simplement vraiment en grosse difficulté, notamment en termes de ACC. Derrière eux, on retrouve Boston College et surtout Notre-Dame qui ferme la match avec 2 victoires et 13 défaites. Très difficile pour Notre-Dame, on en avait parlé en preview.
Eux et Pitt, hein, c'était clairement les deux facs les plus, entre guillemets, modestes sur la saison, hein, 2024. Ça tend à se vérifier. On va voir ce que Louisville peut faire, hein, sur les prochaines séries, puisque Louisville est vraiment en train de se replacer. Ils n'ont pas un bilan exceptionnel, mais pas dégueu non plus, overall. Ils ont 20 victoires, 12 défaites. Donc vraiment intrigué de voir ce qu'est capable de nous apporter Louisville sur les quelques prochaines séries, pour vraiment se donner un ordre d'idée. Du côté de la Coastal, il y a eu des petits chamboulements, puisqu'on avait Virginia Tech et North Carolina complètement tout en haut. Mais North Carolina a perdu de côté de UVA, et donc reste en tête, puisqu'ils n'ont pas été sweepés, eux, contrairement à Virginia Tech, qui a été sweepé à domicile par Wake Forest. Ce qui nous donne North Carolina avec 11 victoires, 4 défaites, Virginia Tech avec 10 victoires, 5 défaites. UVA se replace avec 9 victoires et 6 défaites. Duke est là, hein, sans être transcendant, ils sont là, 9 victoires, 6 défaites. Georgia Tech, c'est un peu en dents de scie de Georgia Tech, mais ils arrivent à s'accrocher, ils sont en parlant de l'équilibre, ils sont en 5 victoires, 7 défaites. On retrouve ensuite Miami qui, malheureusement, en se faisant sweeper du côté de Duke, se retrouve du mauvais côté de la balance. Eux qui ont réussi quand même à attraper coup sur coup, c'était North Carolina et UVA, hein, en début de calendrier ACC, mais qui depuis patinent. Et enfin, dernier, mais qui pourtant ont montré des choses intéressantes, c'est Pittsburgh, hein, Pitt, l'université de Pitt, qui a 3 victoires pour 12 défaites. Ce qui est intéressant de noter, c'est vraiment pour moi des équipes un peu favorites qui sont un peu dans le dur comme Wake Forest, et des équipes dont on espère un rebond depuis quelques saisons comme Louisville qui arrivent petit à petit à se remettre dans un bon peloton. Donc voilà pour la ACC. J'ai pas envie d'entrer dans trop de détails. Je pense que les gros détails c'était pour la S ici, parce que c'est vraiment la grosse conférence. Pour le reste, on va aller un peu plus vite pour ne pas vous endormir. Passons maintenant à la Big 12. La Big 12 qui d'habitude est plutôt l'apanage, hein, de Texas, voire Texas Tech. Là pour le coup c'est pas vraiment le cas. Et surtout j'ai envie de dire que la phrase du jour c'est un peu un seul être vous manque. Et quand il revient, tout va pour le mieux. C'est le cas donc pour le coup de West Virginia, parce qu'ils sont en tête à égalité avec Oklahoma. Oklahoma qui a perdu la série du côté de la Bedlam Series, hein, du côté de Oklahoma State, et qui est donc qui était largement en tête, mais qui là se fait donc rattraper par West Virginia. Ces deux équipes ont un bilan de 8 victoires pour 4 défaites. Kansas State suit avec Oklahoma State, Cincinnati et Texas en 7 victoires, 5 défaites. Et l'équipe qui est vraiment très intéressante, même si en termes de calendrier Big 12, ça va être un peu plus difficile, donc ils reviennent à peine en positif, c'est UCF, qui est donc au milieu de tableau en 8 victoires, 7 défaites, tout comme Texas Tech. On retrouve ensuite Kansas en 7 victoires, 8 défaites. Baylor qui, mine de rien, se bat. Je trouve qu'ils se battent. On savait qu'ils allaient avoir beaucoup de difficultés, qu'ils étaient assez modestes, entre guillemets, mais pour l'instant, c'est 5 victoires, 7 défaites en calendrier Big 12. Ils sont suivis par BYU en 6-9. TCU qui est la grosse déception de ce début de saison, hein, même en général, hein, qui se retrouve avec 5 victoires, 10 défaites en Big 12. Et enfin Houston qui est en 4-11 et qui est également à peine à l'équilibre en bilan global. Donc quelques enseignements. West Virginia a commencé son calendrier Big 12 et donc quasiment tous les débuts de saison sans JJ Weatherholt qui est l'un des plus gros prospects de la prochaine draft. C'est un shortstop qui peut jouer aussi seconde base et qui était vraiment exceptionnel la saison dernière, qui s'est blessé dès le premier week-end cette saison et qui vient de revenir. À peine il revient, à peine il montre qu'il est incroyable. Il a été très bon, un peu irrégulier, mais voilà, il vient de revenir. Malgré tout, il a été très bon en termes de dynamiteur et de détonateur un peu de l'attaque de West Virginia, qui a réussi donc à remporter une série très importante ce week-end et qui s'est replacé tout en haut pour l'instant de la Big 12. Ça rappelle un peu, même si c'était pas les mêmes bilans, ce qu'avait réussi à faire West Virginia la saison dernière pendant la première partie de la saison, notamment Big 12, où ils étaient largement en tête, puis après sur la deuxième partie en général et en Big 12, ça c'était un peu plus on va dire liquéfié entre guillemets. Ils avaient quand même réussi à tenir une partie du titre de saison régulière. Ils l'avaient obtenu à égalité avec Oklahoma State et Texas, mais à l'image de ce qu'ils avaient montré sur la deuxième partie de saison, ils se sont fait éliminer assez rapidement du tournoi de Big 12. Enfin peut-être pas si rapidement que ça pour le tournoi de Big 12, mais par contre pour le tournoi national ça a été beaucoup plus délicat. Oklahoma, c'est assez intriguant parce que je l'avais dit il n'y a pas si longtemps, ils ont perdu contre Lamar, ils se sont fait sweeper par Lamar, donc bien sûr pour eux, en termes de calendrier de conférence, ça n'avait pas d'impact puisque c'était une série hors conférence, mais je veux dire au global, c'est une équipe qui n'est qu'en 18 victoires, 14 défaites, et ça compte, notamment puisqu'ils n'ont pas un RPI non plus incroyable, ils ont un bon RPI mais pas incroyable.
Donc à voir ce qu'ils vont être capables de faire, mais clairement Oklahoma a tout intérêt à dominer la Big 12 entre guillemets s'ils veulent se donner des chances par rapport au tournoi national. Kansas State, je trouve qu'ils sont là où ils doivent être. Il n'y a rien d'exceptionnel, ils ont perdu par exemple la série face à UCF ce week-end qui fait un peu de mal, puisque autrement ils seraient certainement en tête, très clairement. Mais malgré tout, en bilan global, ils sont à 20 victoires, 10 défaites. Bilan donc de Big 12, je rappelle, 7 victoires, 5 défaites, c'est pas dégueulasse. Et surtout, ils ont trouvé une identité de jeu et montré que leur potentiel aux gros joueurs comme Culpepper par exemple sont capables de répondre à la hype. Je sais que Tyson Neighbors, on va dire releveur closer star, avait eu quelques pépins physiques. J'ai pas pu suivre s'il a été vraiment capable euh, de, de jouer plus que ça, mais je sais qu'il a eu quelques pépins physiques, donc ça sera à regarder quand je vais vous parler un peu plus des prospects. Oklahoma State aussi est une des équipes un peu victorieuses de ce week-end en basculant vraiment du côté positif avec ces Bedlam Series remportées. On voit quand même que depuis 2-3 séries, c'est quand même beaucoup mieux pour Oklahoma State et surtout, il y a une tendance qui, comme je l'ai dit, montre que c'est un roster solide derrière un pitching staff quand même euh, mieux que ce qu'on pouvait imaginer. Cincinnati fait, je trouve, un bon début de saison en Big 12. Alors, c'est pas exceptionnel overall, même si ça reste positif. Donc, à surveiller quand même ce qu'ils sont capables de continuer à montrer. Mais clairement, pour moi, Texas, c'est un peu décevant. Texas Tech, c'est un peu décevant. Par contre, UCF, pour le coup, c'est 24 victoires. Non, c'est 21 victoires, pardon, et 8 défaites au bilan global. Et 8-7, bon, c'est-à-dire qu'ils n'ont perdu qu'une fois hors conférence. C'est ça qui est assez exceptionnel. Ils n'ont peut-être pas le calendrier le plus ouf, donc le RP le plus incroyable, mais c'est très intéressant quand on veut se comparer au reste de la meute dans cette conférence. C'est une conférence qui, cette saison, pourrait avoir à peine peut-être 4 équipes au tournoi national en fonction des RPI et compagnie. Ça peut ne pas être fifou, donc les places vont être chères vu que maintenant la conférence a quand même beaucoup d'équipes. Voilà pour la Big 12. On va passer à la Pac-12. Alors la Pac-12 pour le coup elle est assez difficile à lire pour l'instant dans le sens où d'une semaine à l'autre il y a des tendances qui sont complètement effacées par des contre-performances ou des performances surprises. Euh, la belle histoire du début de saison c'était Cal pour moi, et Cal en termes de conférence ils sont très loin, ils sont en 5 victoires 10 défaites déjà, donc ils ont pas mal de retard. En tête, on retrouve Oregon State qui a récupéré le trône grâce à un très bon week-end ce week-end. Ils sont en 8 victoires, 3 défaites. Suivent ensuite Arizona qui est clairement, très très clairement en train de se placer. Alors pour l'instant en termes de bilan global, c'est-à-dire hors conférence, c'est pas incroyable, mais il faut savoir que Arizona, ils n'ont pas lésiné sur les moyens en termes de calendrier. Et ils ont quand même joué contre de la grosse adversité. Ils sont pas cherchés des équipes entre guillemets réputées plus faibles pour on va dire construire de la confiance. Ils ont vraiment décidé d'aller et en plus Arizona ils sont un peu habitués à faire ce genre de choses, mais vraiment à se confronter contre ce qui se fait de mieux dans le pays, que ce soit en mid-major ou dans les powerhouses. Donc même s'ils ont que 18 victoires, 13 défaites au global, c'est 10 victoires, 5 défaites en Pac-12, et surtout c'est un RPI très intéressant. En troisième position, donc j'avais dit qu'ils étaient premiers, mais bon, du coup, comme ils ont perdu Non, ils ont gagné la série, mais 2-1, pardon, ils ont pas réussi à sweep. Ils ont gagné la série que 2-1, c'est pourquoi ils ont une victoire de... Enfin, ouais, c'est ça. Ils ont une défaite de plus, pardon, que Oregon State, c'est Oregon. Oregon qui est overall en 22-9, donc c'est très 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 intéressant ce qu'a réussi à faire Oregon, surtout après une saison où ils ont vu partir pas mal des gros joueurs de la saison dernière. Par exemple, Sabin Ceballos, par exemple... oh, son nom, le japonais. Ryu Nikuda, je m'excuse par avance si c'est pas du tout le nom. C'est Nishida plutôt. Quelque chose Nishida. Je suis désolé, j'ai pas le nom devant moi et je l'ai plus, mais j'essaie de me corriger bientôt. Au prochain podcast peut-être, un miracle ou pas peut-être. Mais tout ça pour dire qu'ils ont perdu quand même pas mal de leur puissance offensive de la saison dernière. Ils arrivent quand même à montrer de très belles performances. L'autre équipe qui est en train de se replacer pour moi, c'est USC. Alors USC, ça a été très compliqué. On sait qu'ils sont dans une année très compliquée parce que c'est une transition. Ils vont pas partir en Big Ten déjà, mais aussi c'est une transition puisqu'ils sont en train de rénover leur stade. C'est-à-dire que pour l'instant, ils jouent tous leurs matchs à l'extérieur, que ce soit les matchs à domicile que les matchs à l'extérieur. Les matchs à domicile, je pense qu'ils les jouent du côté de... Je pense qu'ils jouent du côté du UC Irvine. Je pense, si je me rappelle bien.
Je suis pas complètement sûr, mais je pense. En parlant du UC Irvine, ils viennent de les battre il y a pas longtemps. Ils les ont battus 12-5. Je pense que c'était en midweek, donc ça devait être hier. Donc ça tend à montrer qu'ils sont sur la bonne pente parce qu'ils étaient avec un bilan assez négatif overall. Et maintenant, ils ont réussi à revenir à l'équilibre. Ils sont en 16-16 et dont 9-5 pour l'instant en bilan Pac-12. L'autre belle équipe surprise de ce début de saison, c'est Utah. Ils sont en 7 victoires, 5 défaites pour l'instant en conférence. Ils sont en 21-10 overall. Ils ont réussi à construire quelque chose de très intéressant là-bas. Ça a mis un peu de temps à se mettre en place, mais ils ont beaucoup d'expérience, beaucoup de transferts. On en avait parlé en preview et a priori la mayonnaise est en train de prendre, ou en tout cas a pris pour l'instant sur ce début de saison. Mais on le sait, ça peut très vite basculer. Ils ne sont pas à l'abri. Ils n'ont que 2 matchs d'avance sur les 50% en conférence. Juste avec une seule série, ils peuvent très bien se retrouver à peine à l'équilibre ou en négatif. Donc on va continuer à les observer, mais en tout cas c'est très intéressant ce qu'ils font. On retrouve ensuite Stanford, Stanford qui est dans une année de transition. Honnêtement, quand j'ai fait la preview, moi j'imaginais grâce à Esker et sa science qu'ils allaient quand même réussir à être beaucoup plus compétitifs. Pour l'instant ce n'est pas le cas, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont mis devant le fait accompli, on va dire. Donc on va dire que c'est une saison sans, je pense pas qu'ils vont pouvoir atteindre quoi que ce soit, à moins qu'ils gagnent la Pac-12. Ils n'iront pas au tournoi national selon moi. C'est pas encore fini, pour l'instant ils sont en 13 victoires, 17 défaites en bilan global, ils sont en 6-6 en Pac-12, donc c'est pas encore fini, il reste des matchs, mais clairement c'est pas encourageant ce qu'ils sont en train de nous montrer. Washington State avait bien commencé, mais là ça commence à être un peu plus compliqué, ils sont en 7-8 en Pac-12, ils sont en 17-14 au global, ils ont perdu notamment 22-7 du côté de Gonzaga, donc ils commencent à rentrer dans le rang, c'est un peu à la cale, c'est-à-dire que c'est des équipes qui ont très bien commencé, qui commencent vraiment à souffrir. On retrouve ensuite donc Arizona State, 6 victoires, 9 défaites en Pac-12, 15-18 au global, ça va être compliqué encore cette saison. Cal donc est en 16-14 et 5-10, j'en ai parlé, c'était la belle surprise, la belle darling du début de saison, mais là ça c'est vraiment, ça a vraiment changé, c'est vraiment devenu compliqué. On retrouve l'autre équipe décevante de ce début de saison, c'est UCLA. UCLA, c'est 12-18 hors conférence, je veux dire au global, et c'est 5 victoires, 10 défaites en conférence. Et Washington est dernier, Washington qui a été capable quand même de récupérer une série de côté de Texas, hors conférence, mais à part ça, on n'a pas vu grand chose pour l'instant, donc assez compliqué. Les équipes dont j'ai parlé à la fin, là, par exemple Cal, UCLA, peuvent encore faire, pourquoi pas, des barreaux d'honneur, notamment, puisque maintenant il y a quand même un tournoi de Pac-12, ça pourrait être leur accessite, mais à part ça, ça va être difficile maintenant, vu le retard pris, ça va être difficile pour eux de vraiment peser dans la Pac-12, mais comme j'ai dit, c'est du baseball, il reste des matchs, donc on sait jamais. Voilou pour les 4 principales conférences du pays, je vais vite fait parler de la Big Ten, et ensuite de 2-3 équipes qui sont intrigantes. En Big Ten, en fait, c'est difficile à lire. On se rappelle qu'en début de saison, on avait quand même des favoris comme Indiana ou Iowa. Pour l'instant, dans leur calendrier Big Ten, c'est pas fameux. Iowa et Indiana sont plutôt en milieu de tableau. Et même en termes de bilan global, c'est pas fameux non plus. On retrouve en tête pour le coup l'équipe qui pour moi est la plus constante depuis le début de la saison dans cette conférence, même quand ils ont joué hors conférence, c'est Nebraska. Très intéressant ce qu'ils ont fait. Depuis le début de saison, je jette des mots par-ci par-là de Nebraska parce que j'ai vu quand même pas mal de leurs matchs, notamment face à Grand Canyon en début de saison. J'ai vu aussi en termes de tournois ce qu'ils ont été capables de faire. Ils n'ont jamais été ridicules. Que ce soit en termes de bilan global, ils sont en 22-8 ou en termes de bilan de conférence, ils sont en 5 victoires, une seule défaite. C'est très intéressant. Ils sont talonnés par Illinois. Illinois, clairement pour l'instant en Big Ten, ça a été très intéressant. Maintenant, on va continuer d'observer, puisque voilà, peut-être l'adversité n'était pas non plus la plus grosse adversité sur leur première série. Michigan, c'est assez paradoxal, parce que Michigan, c'est 14-19 en bilan global, donc c'est pas bon du tout. Par contre, pour l'instant en Big Ten, c'est 6 victoires, 3 défaites, donc voilà, ils sont positionnés. On retrouve ensuite un tir groupé pour moi qui part à peu près de Purdue qui est en 5-4 et qui va jusqu'à Maryland, voire Penn State en 4-5, qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Mais dans tout ce groupe-là, pour moi, les équipes les plus intéressantes au global jusqu'à maintenant, c'est Purdue justement en 20-13 et Maryland qui est en 22-10 en bilan global. Maryland, on sait, il y a eu un changement de coach, il y a aussi pas mal de joueurs qui ont quitté par rapport à la draft ou vis-à-vis de leur seniorité, donc tout est à reconstruire. Ils ont quand même montré des belles choses par intermittence, mais il va falloir montrer beaucoup plus de choses en Big Ten pour espérer continuer leur marche et continuer à se qualifier pour le tournoi national. Pour moi, Minnesota,
et Northwestern, c'est clairement dans le bas du panier. Et ensuite, on a Rutgers. Rutgers, c'est très bizarre, puisqu'en termes de bilan global, ils sont en 20-12, et surtout, ils ont fait des très bonnes performances hors conférence. Par contre, en bilan Big Ten, pour ça, ils sont en 1 victoire, 5 défaites. Donc, c'est pas bon du tout. À voir s'ils vont réussir à se relancer, hein. Ça va vite, hein, aussi le calendrier Big Ten, donc à voir ce qu'ils vont pouvoir faire. Donc voilà, en résumé, Nebraska, très intéressant, constant, et arrive à montrer des choses. C'est la seule équipe de Big Ten pour cent qui est assez constante et consistante pour l'instant. Iowa, Indiana, décevant. Maryland, on va dire entre deux eaux. Et ensuite, Rutgers, on attend de voir ce qu'ils vont être capables de faire. On va regarder du coin de l'œil un peu ce qu'est capable de continuer à montrer Illinois. Pourquoi pas un Michigan ou un Purdue aussi, voir un peu ce qu'ils sont capables de faire. Mais voilà, c'est pas folichon. J'ai même pas parlé de Ohio State ou Michigan State, qui sont des équipes pour moi de milieu de tableau Big Ten cette saison, qui ont montré aussi en termes de hors conférence des choses intéressantes, mais qui sont à peine soit à l'équilibre, soit en négatif en bilan global. Donc voilà pour la Big Ten. Pour finir, j'ai envie de parler de 2-3 équipes. Clairement, je vais m'attaquer à 3 conférences. La Big West, la Sun Belt et la CAA. Alors c'était Colonial, mais maintenant c'est plus Colonial, je pense que c'est Coastal Athletic Association. En Big West tout d'abord, pour dire que UC Irvine a réussi la grosse performance de ce week-end, hein, c'était soit eux, soit UC Santa Barbara, c'est eux qui ont réussi à prendre le meilleur sur l'autre. C'est les deux grosses équipes, hein, de la Big West cette saison, très clairement. Ce qui nous fait UC Irvine complètement en tête, hein, pour le coup, avec 10 victoires, 2 défaites. Ils sont suivis par Cal Poly, San Diego et Northridge, là, c'est California State, hein, University Northridge. Ensuite, UC Santa Barbara, avec notamment cette défaite de série face à UC Irvine, ils sont un peu plus en milieu de tableau. Et puis pour moi, les équipes qui déçoivent un peu pour l'instant, c'est Cal State Fullerton qui est en 3 victoires, 9 défaites, et Long Beach State, dont j'attendais un peu mieux, même si la concurrence est quand même assez rude, hein. C'est plus le Long Beach State d'il y a quelques saisons. Mais voilà, malgré tout, j'aurais vu un peu mieux pour eux. Mais en tout cas, l'équipe qui fait vraiment plaisir tout en haut, c'est UC Irvine. UC Santa Barbara reste une équipe pas loin des rankings, puisque ça reste une équipe en 18 victoires, 10 défaites au global, et qui a montré de très belles choses et qui a beaucoup de talent. Mais clairement, UC Irvine a montré les plus belles choses. On va continuer à surveiller une équipe comme UC San Diego, puisqu'ils sont à 21 victoires, 9 défaites au global, ce qui est intéressant malgré un RP qui n'est peut-être pas des plus élevés. Passons maintenant à la Sun Belt avec, j'en ai parlé auparavant, hein, pour beaucoup la meilleure équipe, actuellement l'équipe la plus chaude on va dire du pays, Louisiana. Louisiana très clairement, ils sont en train de montrer des choses assez intéressantes. Ils paraissent imbattables, invincibles. En bilan conférence, ils sont en 11 victoires, 1 défaite. Pour l'instant, ils n'ont perdu qu'un seul match. Le reste, c'est que des sweeps, hein, sur les séries. Et il faut savoir quand même que la Sun Belt, hein, je le rappelle, il y a des équipes comme Southern Miss qui est justement deuxième, comme Coastal Carolina qui est quand même dans le top 25 et qui n'est pas si loin. Des équipes comme Troy qui la saison dernière ont réussi à atteindre le tournoi national. Il y a des équipes comme Texas State qui, même s'ils sont un peu en deçà pour l'instant en calendrier de conférence, sont toujours très difficiles à jouer. Bref, la Sun Belt, c'est une des grosses conférences mid-major. Et ce que fait pour l'instant Louisiana, c'est un peu comme une résurrection, parce que Louisiana, ça a toujours été une bonne équipe de baseball, hein. Mais c'est vrai que la saison dernière, par exemple, et il y a 2 ans, c'était peut-être un peu moins le cas. Ils avaient quand même réussi à être pas mal, hein, mais pas au niveau auquel on peut les attendre. Et là, ils sont clairement à un niveau auquel Louisiana est censé aspirer chaque saison. Donc c'est très bon, malgré la concurrence, ils arrivent à se mettre bien. Un petit mot du côté de Georgia Southern qui non seulement arrive à tenir pour l'instant la dragée haute dans cette conférence, mais qui aussi au global a réussi quelques performances de bonne facture, donc on va continuer à les suivre. Mais très clairement, Louisiana, Coastal Carolina, Troy et Southern Miss, ces équipes-là ont pour moi, pour l'instant, hein, à date, hein, ont pour moi les meilleures chances quand il s'agit de pouvoir aller au tournoi national. On va finir ce podcast avec un petit mot sur la CAA, la Coastal Athletic Association. Pourquoi ça? Puisque c'est devenu, hein, avec notamment l'ajout d'une équipe comme Campbell, c'est devenu une de ces conférences mid-major assez potentes. Par exemple, pour moi, sur le nombre d'équipes intéressantes, ça peut être un peu au-dessus, par exemple, qu'une conférence comme la conférence USA.
voire comme la AAC. C'est vrai que la AAC, on la met assez haute, puisque en fait, on a East Carolina qui est vraiment une grosse équipe depuis des saisons et qui est souvent dans le top, allez, entre 10 et 25 du top 25 national. Mais clairement, cette saison, la CAA est très 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 intéressante et très 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 intrigante. On retrouve par exemple des équipes comme Northeastern qui étaient classées en pré-saison dans le top 25. Et même si ce n'est plus le cas, ils sont actuellement en tête de ce classement de CAA à égalité avec UNC Wilmington. UNC Wilmington, depuis la saison dernière, j'ai appris à ne pas les sous-estimer parce qu'ils sont très très bons déjà. Et ils avaient donné beaucoup de fil à retordre à, euh, à Northeastern justement. J'étais en train de chercher mes mots, pardon. Et surtout, comme j'ai dit, il y a l'ajout de Campbell. Campbell qui pour l'instant n'est pas complètement... voilà, c'est un peu plus délicat que prévu. Leur match de conférence, ils sont en 5 victoires, 4 défaites. Ils ont déjà perdu des séries dans cette CAA. Leur bilan global est quand même le deuxième meilleur bilan de cette conférence, avec 22 victoires pour 9 défaites. Ils sont juste derrière, enfin ils sont derrière Northeastern, pardon. Mais c'est vraiment une conférence très intéressante. Par exemple, si je vous donne des bilans globaux, même si les RPI ne sont peut-être pas forcément très très élevés, on a Northeastern avec 25 victoires, 7 défaites. On a UNCW avec 20 victoires, 13 défaites. On a William & Mary avec 23 victoires, 10 défaites. On a Charleston avec 21 victoires, 10 défaites. On a Campbell également pour finir avec ses équipes avec 22 victoires, 9 défaites. Donc c'est clairement pas une conférence à prendre par-dessus la jambe. J'entends leur calendrier hors conférence n'est peut-être pas aussi fameux que des grosses puissances, mais voilà, ils ne sont pas du tout à sous-estimer. Et c'est pourquoi je voulais parler d'eux rapidement, sachant que Northeastern, encore une fois, ils étaient dans le top 25 il n'y a pas si longtemps, en pré-saison. Campbell a été aussi dans le top 25 il n'y a pas si longtemps. C'est des équipes, en fait, qui tendent à pouvoir aller dans le top 25. UNCW, UNC Wilmington, peut prétendre à une place dans le top 25 incessamment sous peu s'ils continuent sur leur lancée. Donc voilà. Je ne vais pas rentrer dans chaque mid-major, etc. J'ai bien aimé des performances de différentes équipes. Par exemple, le DBU, Dallas Baptiste, même s'ils ont perdu une première série, là je pense face à Western Kentucky, c'est très solide. Ils ont des joueurs de haut vol. C'est une équipe qui devrait, sauf accident, intégrer le tournoi national à la fin de la saison et qui devrait donc dominer la conférence USA. Mais en tout cas, voilà, c'était une petite photo en fait, maintenant qu'on a dépassé la mi-saison, sur les conférences les plus puissantes, et puis quelques mots sur des conférences un peu plus mid, mais qui ont des équipes très intrigantes et très intéressantes. J'espère que ça n'a pas été trop difficile à digérer pour vous, que vous avez pu suivre ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions, à venir me voir en message privé sur les différents réseaux sociaux ou à mettre en commentaire de YouTube ou que sais-je vos questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre dans toutes mes capacités, on va dire. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez compris. On va pas rester plus longtemps puisque je vais vous dire tout simplement à très bientôt. D'autres gros podcasts arrivent incessamment sous peu. Allez, ciao.